Bonjour à tous et bienvenue sur le site objectifbac.fr, le site spécialisé dans les terminales ES. Continuons l'année avec le thème numéro 3, économie du développement durable. Chapitre 1, la croissance économique est-elle compatible avec la préservation de l'environnement? Au-delà de la croissance économique, le développement et l'amélioration du bien-être résultent de l'interaction de plusieurs types de capital. Comme nous l'avons rappelé dans le premier chapitre de l'année, la croissance économique, telle que mesurée conventionnellement par l'augmentation du PIB par tête, n'est pas nécessairement synonyme d'amélioration du bien-être pour tous. En outre, la croissance du PIB au cours d'une période donnée peut s'accompagner d'évolutions qui compromettent les possibilités d'amélioration du bien-être dans le futur. L'analyse économique du développement soutenable ou durable met l'accent sur la préservation des possibilités de développement futur. En s'appuyant sur l'analyse classique de la production dans laquelle les flux produits résultent de la mobilisation des facteurs de production, capital productif et travail, dans les analyses habituelles, elle élargit donc la notion de capital productif et adopte une approche patrimoniale dans laquelle sont pris en compte différents stocks de capital. On peut ainsi opérer une distinction entre les capitaux naturels, physiques, humains, sociaux et institutionnels. Le capital naturel regroupe les ressources diverses de la nature susceptibles d'engendrer un service productif, richesse de la mer, du sol, du sous-sol. Le capital physique est un bien produit dans le passé par l'homme et utilisé comme moyen de production, bâtiments, machines, matériels. Le capital humain peut aussi faire l'objet d'une accumulation par l'homme et regroupe les capacités physiques, intellectuelles d'un individu ou d'un groupe d'individus. Il peut être accumulé par la formation initiale ou professionnelle. Le capital social est une notion empruntée à la sociologie. Il s'agit du réseau de relations d'un individu ou d'un groupe qui peut être considéré aussi comme une ressource mobilisable. Les institutions sont l'ensemble des contraintes humaines qui structurent les interactions politiques, économiques et sociales. Appareils législatifs, autres normes formelles ou informelles, valeurs, peuvent contribuer au bien-être des populations comme à la croissance économique. Le capital institutionnel regroupe ces institutions. Ces différents types de capital contribuent à la production mesurée conventionnellement et peuvent ainsi contribuer au bien-être des populations. Mais ils peuvent aussi y contribuer de manière plus difficilement mesurable. Si l'on prend l'exemple d'une ressource naturelle telle que la forêt, celle-ci peut constituer un capital productif mesurable, exploitation des essences d'arbres, bois de chauffage, mais aussi absorber une partie de la production de gaz à effet de serre, service productif non mesuré, et propice à la randonnée, service productif le plus souvent non marchand, ou encore susciter le bien-être pur ou l'émerveillement de ceux qui la traversent. L'analyse économique du développement durable et les limites de la croissance. Le développement durable, un objectif à suivre. Depuis 1972 et la publication sous l'égide du Club de Rome du rapport Halte à la croissance, dit rapport Meadows, plusieurs événements ont favorisé la prise de conscience de l'existence de limites à la croissance économique. Les chocs pétroliers des années 70 révèlent la fragilité de cette ressource naturelle. Il en va de même pour les craintes sur la diminution et la biodiversité, l'extinction de certaines espèces animales ou la déforestation. Des accidents industriels majeurs comme celui de l'usine de Bhopal en Inde en 84, de Tchernobyl en 86, de Fukushima en 2011, les nombreuses marées noires montrent le dégât d'une production intensive sur l'environnement. Les conséquences induites par le réchauffement climatique, fonte des glaces, progression des zones arides, catastrophes climatiques destructrices, semblent aller dans le même sens. À l'initiative du Programme des Nations Unies pour l'environnement, PNUE, créé en 1972, la commission dite Brundtland, du nom du Premier ministre norvégien, a publié un rapport titré « Notre avenir à tous », appelant de ses vœux un développement durable ou soutenable, en anglais « sustainable ». Celui-ci est défini comme répondant aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures de répondre aux leurs. L'accent est mis sur les besoins essentiels des plus démunis auxquels il convient de donner la plus grande priorité, et sur les limitations que l'état de nos techniques et de notre organisation sociale impose sur la capacité de l'environnement à répondre aux besoins actuels et à venir. Cette définition sera popularisée et fera l'objet de propositions d'action pour les gouvernements dans l'Agenda 21, adopté par les 178 pays participant au premier sommet de la Terre à Rio en 92. Ces propositions seront confirmées en 2000 par les Nations Unies sous la dénomination d'objectifs du millénaire pour le développement. Le développement durable est désormais l'objectif à suivre pour les institutions internationales, PNUE, Banque mondiale. Les pouvoirs publics et les agents économiques, en particulier les entreprises, qui entendent concilier les 3 P, People, Planet, Profit, dans le cadre des démarches dites de responsabilité sociale et environnementale, RSE. L'analyse économique et le débat sur la substituabilité des capitaux.
Le développement durable, ou soutenable, en anglais sustainable, intègre trois dimensions. La dimension économique, une croissance des richesses doit être possible. La dimension sociale, cette richesse doit être équitablement partagée dans le monde et entre les générations. Et la dimension environnementale, les ressources et la planète doivent être préservées. L'analyse économique se fonde quant à elle sur les possibilités de développement et d'amélioration du bien-être pour les générations futures. Conformément à la démarche patrimoniale retenue, elle fait reposer les critères de soutenabilité sur l'évolution des stocks des quatre types de capitaux évoqués plus haut. Un débat subsiste sur le caractère substituable de ces quatre types de capital et donc sur le moyen d'assurer la soutenabilité de notre développement. Les partisans de la soutenabilité facile estiment que la nature est un capital productif comme les autres. Par conséquent, on peut l'envisager substituable. S'il se raréfie, son prix deviendra nettement plus élevé et les agents économiques s'efforceront de trouver les technologies productives qui utiliseront davantage des autres facteurs de production détenus relativement moins coûteux. Le progrès technique peut alors repousser les limites posées à la croissance économique. La liberté des agents qui les pousse à rechercher la technologie optimale pour produire peut donc suffire à assurer la soutenabilité de la croissance de la production et de notre développement. L'homme a pu sauvegarder et même réintroduire des espèces animales, reconstruire des milieux naturels menacés, un fleuve pollué peut être dépollué, une forêt détruite replantée, la biodiversité reconstituée. Il suffit de maintenir une capacité à produire du bien-être économique au moins égale à celle des générations présentes. Pour l'assurer, le niveau de capital total, naturel et construit doit être maintenu constant. Comme le précise l'économiste Robert Solow, pour que son développement soit soutenable, une société doit maintenir indéfiniment sa capacité productive, c'est-à-dire de façon plus technique que son capital total par tête serait non décroissant dans le temps intergénérationnel. La courbe de Kuznets environnementale, en U inversé, est une représentation possible de cet espoir. Comme les inégalités sociales, les émissions polluantes augmenteraient dans un premier temps à mesure que le revenu moyen s'accroît. Dans un second temps, les technologies nouvelles, plus propres, inverseraient la tendance. Si on considère la courbe de Kuznets environnementale comme une représentation satisfaisante des rapports entre croissance économique et environnementale, alors non seulement la croissance n'est pas contradictoire avec la préservation de l'environnement, mais correctement orientée, elle est une condition de cette préservation. Les partisans de la soutenabilité forte ne partagent pas cet optimisme. Ils considèrent en effet que les atteintes au capital naturel sont, dans une certaine mesure, au moins irréversibles. Les dommages causés à l'environnement restent en partie irréparables et certaines ressources épuisables sont irremplaçables. Dans cette hypothèse, il ne peut suffire de maintenir le capital global constant. Le capital naturel doit faire l'objet d'une conservation spécifique. Les facteurs de production ne sont pas tous substituables. Les innovations technologiques seules ne peuvent repousser les limites de la croissance économique. L'analyse économique s'efforce de trouver des indicateurs pour mesurer la soutenabilité de la croissance économique et du développement. Le PIB n'est pas un indicateur de soutenabilité. Le PIB est un agrégat de la comptabilité nationale cumulant les valeurs ajoutées des agents économiques résidents. C'est une mesure de flux et non de stock ou de patrimoine. En outre, il ne peut pas prendre en compte les externalités positives ou négatives associées à la production parce qu'elles sont des coûts ou des recettes non évaluées, sans contrepartie monétaire. De même, les richesses naturelles qui sont un patrimoine, un stock, ne sont pas incluses et les prélèvements sur les ressources naturelles ou historiques, baisse de ces ressources, sont considérés comme des créations de richesses, production marchande d'énergie et de matières premières, tandis que leur dégradation, du fait de la pollution notamment, n'est pas comptabilisée dans le PIB. De plus, le développement qui regroupe un ensemble de transformations qualitatives, démographiques, économiques, sociales, est mal ou non mesuré par le PIB. Celui-ci est enfin une mesure globale et ne rendant pas compte de l'attribution potentielle inégale des richesses mesurées. L'IDH présente lui-même les limites qui ont été abordées dans le chapitre 1 de notre premier thème de l'année, lors de l'étude des sources de la croissance économique. Il n'a pas non plus été conçu pour évaluer la soutenabilité. Le bien-être, notion qualitative qui comporte une dimension subjective, ne peut être quantifié par le biais du PIB. A fortiori, la soutenabilité du développement qui suppose une projection dans le temps nécessite l'élaboration d'autres outils de mesure. Mais alors comment mesurer le bien-être et la soutenabilité ? À la suite de la Banque mondiale, la commission Stiglitz-Senfitoussi propose d'évaluer la soutenabilité du développement à l'aide d'un indicateur patrimonial du stock total de richesses. Mais cette mesure, construite à partir de l'évaluation du stock de chaque type de capital, source de développement et de bien-être, soulève des difficultés. Si la mesure du capital physique peut être considérée comme
étant la plus aisée, celle des autres capitaux pose de plus nombreux problèmes. Ainsi, la mesure du capital naturel qui peut apparaître comme plus facilement quantifiable que les autres, en ce qu'il apporte des services de production, pose pourtant de nombreuses questions. Peut-on, de façon fiable, estimer les ressources disponibles en poissons, en pétrole, en charbon, en bois, etc. Autre question des apports en termes de bien-être et de ressources naturelles, est-il possible de chiffrer l'émerveillement associé à la contemplation de la nature? Qu'apporte réellement la biodiversité? Le capital humain présente lui aussi de nombreuses difficultés d'évaluation. Si l'on peut estimer le coût d'une formation initiale ou professionnelle, il semble bien plus délicat d'évaluer des compétences ou savoir-être, savoir-faire. Il en va de même du capital social ou du capital institutionnel. L'évaluation de la soutenabilité suppose en outre la projection dans le temps, qui suscite aussi de nombreux débats d'experts. Il s'agit d'abord d'évaluer l'évolution des stocks de ces différents capitaux, leur diminution, leur dégradation, puis d'actualiser ce chiffrage. L'actualisation est la technique qui permet de ramener à une même base des valeurs à des moments différents du temps. Elle repose, rappelons-le, sur deux principes: la préférence pour le présent et l'aversion pour le risque. Autrement dit, un montant certain et présent est préférable à un montant futur et incertain, ce qui conduit à déprécier le futur par rapport au présent. Mais un tel raisonnement est-il applicable lorsque l'avenir considéré est lointain, celui des générations futures, et les incertitudes considérables? Parmi ces incertitudes, à prendre en compte, les besoins des générations futures seront-ils les mêmes que les nôtres? Leurs modes de production seront-ils aussi énergivores et aussi polluants? Quelles sont ou quelles seront leurs techniques de production et leurs sources d'énergie? Nous n'en savons rien. C'est à ce niveau qu'intervient également la plus ou moins grande substituabilité des différents types de capitaux. Il est par conséquent complexe d'établir des indicateurs de bien-être et de soutenabilité. Les perspectives face à la complexité de la construction d'indicateurs. William Nordos et James Tobin, en 1973 dans leur article Is Growth Obsolete?, ont mené des travaux pionniers dans ce sens. Ils ont établi une mesure de bien-être économique, puis de bien-être économique durable. Le premier indicateur, qui cherche à évaluer le bien-être à un moment donné, comprend les dépenses de consommation finale des ménages auxquels ils sont enlevés certains éléments et ajoutés d'autres, respectivement réputés nuire ou contribuer au bien-être. Par exemple, ils prennent en compte en négatif certains déplacements contraints ou certains achats de biens durables et ajoutent en positif une valeur estimée associée au temps de loisirs, aux services rendus par le travail domestique, aux services publics. Le second indicateur, visant à évaluer la soutenabilité, tient compte en plus des variations de certains stocks de richesses économiques, naturelles et humaines. Plus récemment, de nombreux autres indicateurs comme le PIB vert, l'indicateur de bien-être économique durable, IBED, ont tenté de mieux intégrer l'aspect environnemental ou chercher à appréhender la soutenabilité. Après avoir synthétisé les nombreux travaux antérieurs sur la mesure des performances économiques et du progrès social, le rapport Stiglitz-Senfitoussi de 2009 pointe la difficulté de se limiter à un seul indicateur, même synthétique. La commission d'experts appelle de ses vœux une distinction nette entre la mesure du bien-être associé au développement et la mesure de la soutenabilité. La première est datée, elle évalue une situation à une époque donnée. La seconde est une projection dans le temps, dans les perspectives d'évolution de ce niveau de bien-être. L'usage de plusieurs indicateurs complémentaires, tableau de bord, est donc fortement recommandé. Croissance, environnement et biens communs. Dans la réflexion sur les enjeux environnementaux, la question des biens communs occupe une place de plus en plus importante, sur la base notamment des travaux d'Elinor Ostrom. Les biens communs sont des biens qui sont rivaux. Leur utilisation par un agent empêche les utilisations par un autre agent et est difficilement excluable. Les ressources halieutiques, les nappes d'eau souterraines, le climat, la biodiversité sont des biens communs. Pendant longtemps, on a mis en avant la tragédie des biens communs à partir de l'exemple de pâturage librement utilisable. Chaque bénéficiaire du droit de veine pâture va chercher à maximiser son avantage individuel en augmentant d'autant qu'il le peut la taille du troupeau qu'il conduit sur ses pâturages. Le résultat est bien évidemment la disparition de la ressource. On est confronté aujourd'hui à ce problème avec la surpêche, qui conduit à ce que les espèces soient menacées de disparition. Par exemple, le thon rouge de Méditerranée. En réponse à cette tragédie de biens communs, on met souvent l'accent sur la nécessité de définir des droits de propriété, donc de rendre la ressource excluable. Afin, bien sûr, que ces titulaires de ces droits aient intérêt à protéger la ressource.
Une autre solution consiste à faire appel à l'État, qui use de son pouvoir réglementaire, par exemple création de réserves et de parcs naturels, interdiction de la chasse ou de la cueillette, ou par exemple des quotas de pêche dans les rivières. Elinor Ostrom met l'accent sur une troisième voie, la gestion communautaire ou coopérative des ressources communes. Ces études comparatives des nombreux exemples de tels modes de gestion montrent l'importance des institutions et de la confiance pour créer les conditions de l'adoption de comportements coopératifs permettant de gérer ces ressources dans l'intérêt commun, y compris dans l'intérêt des générations futures. Ce premier chapitre sur l'économie du développement durable se termine sur ces mots. Je vous invite dès à présent à vous rendre sur le site www.objectif-bac.fr et continuer ensemble cette année d'économie. Merci et à bientôt.